Alors pour finir, on va parler des commentaires que je vais appeler les commentaires inline. Donc ils ne sont pas trop relatifs à la structure ou au rôle global des différents membres des classes ou autres, mais qui aident à comprendre le code. Donc leur utilité, c'est de faire un peu des descriptions globales de la logique interne d'une section de code. Donc dire telle fonction recherche, par exemple, au lieu de dire telle fonction trie un tableau, je vais dire ça c'est une fonction qui applique l'algorithme quicksort sur mon tableau. C'est déjà beaucoup plus précis sur ce que fait une fonction. Ça permet de spécifier ce qui est attendu du fonctionnement d'une fonction. Donc dire j'utilise un quicksort et je trie le tableau, ça veut dire qu'on attend à la sortie un tableau trié par exemple. Si j'ai un cas particulier où ma fonction a un drôle de nom parce que dans le cadre du projet elle ne peut pas s'appeler sort, ben dans ce cas-là, ce sera peut-être compliqué de comprendre si on n'explique pas ce que ça fait. Donc éventuellement l'algorithme utilisé pour y parvenir, donc dans du tri vous pouvez dire c'est un quicksort, un triable, etc. Ça vous permet aussi de donner un sens plus macro à une section de code. Donc vous avez un bout de code qui manipule, par exemple en l'occurrence sur l'exemple de tout à l'heure, vous manipulez des champs dans une trame. Je mets le quatrième bit de header à 1, ça ne m'aide pas beaucoup à comprendre ce qu'on fait. Par contre, si je dis en commentant là ici, je spécifie que la trame doit être acquittée par la destination, c'est quand même beaucoup plus clair. Donc on comprend beaucoup mieux ce qu'on est en train de faire. Et ça permet du coup de replacer une section de code dans son contexte global. Alors comme, je le répète, comme beaucoup de développements sont internationaux, essayez de prendre l'habitude, y compris dans les commentaires inline, de commenter en anglais. Comme ça, même si aujourd'hui vous êtes dans un environnement franco-français, rien ne vous dit qu'un jour vous n'allez pas intégrer une équipe qui ne parle pas français dans votre projet. Donc, comme la plupart des équipes de développement parlent anglais, faites des commentaires en anglais. Et essayez, tant qu'à faire, de nommer vos variables avec des noms qui soient pertinents, explicites en anglais. Et surtout, évitez de paraphraser le code. On verra après un exemple de commentaires qui servent à rien. Alors, on va commencer par commenter des variables. Donc, le fait de bien nommer des variables, c'est une bonne pratique, déjà, mais qui n'est pas toujours suffisante. Une variable bien nommée n'explique pas toujours de quoi elle est composée et à quoi elle va servir. Donc l'ajout d'un commentaire qui va décrire plus précisément le rôle de la variable peut être super utile pour vos collaborateurs. Quand ils reprennent derrière vous le code et qu'ils doivent le débugger ou le faire évoluer, s'ils ne comprennent déjà pas ce que ça fait, ça va être compliqué. Et pour votre vous du futur, donc le vous du futur, c'est vous-même, 3 mois plus tard, quand vous revenez sur votre code parce qu'il y a un sale bug bien pénible à corriger, et puis que vous regardez le code et que vous dites « Ah, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire ici? Mais c'est quoi ce bazar? Mais je comprends rien du tout. » Si vous avez bien commenté et en Doxygène et en code inline, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, un exemple basé sur ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'entête de trame de niveau 2. Dedans, j'ai des champs, donc le champ header qui contient l'entête de la trame, le champ appelé size LSB comme list significant bits, le champ F3 packet type qui est donc qui veut dire type de paquet niveau 3, le champ frame ID et le champ myID. Donc en elles-mêmes, ces variables, elles ont des noms compréhensibles. Mais ça ne nous dit pas pour autant exactement ce qu'on fait avec. Typiquement, le header qui est composé de flags, là je vais préciser, le bit 7 définit le type de trame. Si c'est 0, c'est une trame, si c'est 1, c'est un acquittement. Le bit 6, c'est le flag qui définit si on veut que la destination acquitte le
la trame qu'on a envoyée, donc 1 pour oui, 0 pour non. Donc les bits 5, 4, 3, 2 ne sont pas utilisés pour le moment, on peut toujours imaginer qu'ils serviront un jour. Puis les bits 1 et 0 sont des bits qui s'ajoutent au champ suivant pour fournir le bit le plus significatif, puis le second bit le plus significatif, concaténé à 8 bits de taille, ce qui permet de définir des trames qui font jusqu'à 1024 octets, enfin 1023 octets de long, sans utiliser un champ de 16 bits en plus du champ header qui a déjà que 2 bits occupés pour le moment. Puis on a le L3 packet type qui est précisé étant basé sur une énumération qui permet de limiter les valeurs à ce qui est possible comme type de paquet L3. Puis le frame ID qui sert donc, on explique ici qu'il est utilisé par la destination pour renvoyer un acquittement en redéfinissant la même ID de trame pour que l'expéditeur de la trame acquittée puisse savoir quelle trame la destination a acquittée s'il y en a plusieurs qui sont en attente de validation. Et puis donc mon myID qui est la position de la trame dans le buffer du robot et qui permet, quand on veut libérer la trame, de savoir où elle est située et de la marquer comme étant réutilisable pour une autre réception. Donc sans ces commentaires, c'est un petit peu plus compliqué de comprendre ce que fait l'entête de trame niveau 2. Maintenant, on peut commenter des fins de structures de contrôle. Donc les structures de contrôle, c'est tout ce qui est if, else, for, while, etc. Des fois, dans un code un petit peu long, parce qu'on ne peut pas toujours segmenter une fonction sur un seul écran, et puis, cela dit, ça dépend aussi de votre résolution puis de votre taille d'écran. C'est parfois difficile de savoir dans quel bloc on est. Ou alors, et c'est surtout ça qui est important, difficile de savoir pourquoi il n'y a pas de else avec un if. Alors, est-ce qu'on a oublié de mettre un else, ce qui risque de nous amener à une erreur, parce qu'un cas n'a pas été traité et la combinaison de paramètres qui amènerait dans ce cas peut exister, ou alors est-ce que c'est un comportement attendu? Donc ici j'ai un exemple avec le cas où, donc là on a tout un bazar qui fait 20 lignes de long en pratique avec un if. Ici le if se termine et j'ai rajouté en commentaire else 2 points. Donc on a reçu quelque chose en dehors des délimiteurs de trame, donc on ne fait rien parce que quelque chose qui n'est pas entre les délimiteurs de trame, je ne peux pas le traiter, je ne sais pas à quelle unité de données transmises ça correspond. Ça peut juste être d'ailleurs du bruit sur les connecteurs, sur les micro-robots, quand on les manipule à la main, on fait contact sur les ports série à l'extérieur, ça peut faire générer des caractères. On peut aussi avoir une description du flux du code au fur et à mesure pour faire comprendre un petit peu, surtout quand il y a beaucoup d'imbrications, ce qu'on est en train de faire. Donc certains codes qui ne peuvent pas être naturellement clairs, notamment dans du code assez bas niveau. Donc tout à l'heure vous avez vu du C++ qui était le côté ordinateur du programme qui interagit avec les micro-robots. Là, vous avez un extrait de code ici qui est dans le micro-robot. Donc dans le micro-robot, on n'a pas encore trop essayé de mettre du C++ parce que ça compile quand même en prenant un petit peu plus de volume, parce qu'il se passe un tas de choses implicites, alors que le C est assez direct entre le code que vous écrivez et puis le code machine. Donc là on voit que si je lis un tilde, c'est le délimiteur de début de trame, donc je précise c'est le début d'une trame. On ne stocke pas cet octet dans le buffer, puisque le délimiteur on n'en a pas besoin dans l'analyse de la trame pour pouvoir l'exploiter après. Donc si j'étais pas dans un état 0, c'est-à-dire que j'étais à l'intérieur d'une trame, j'annule l'ancienne trame puisque j'ai un début de trame
qui interrompt la trame précédente, donc je suis obligé de la jeter. Donc je réinitialise mon buffer, je fais un certain nombre de trucs, puis je passe dans l'état en cours de lecture d'une trame, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc sinon, si j'ai reçu un point puis que j'étais dans un état de lecture de trame, ça veut dire que j'étais en train de lire une trame et que j'ai reçu le marqueur de fin de trame. Donc dans ce cas-là, on termine et on transfère la trame au niveau supérieur réseau, donc à la couche 2, qui s'en occupera, donc avec la fonction processFrame. Et puis je remets mon état à 0 parce que je ne suis plus dans une trame. Et sinon, donc si c'est ni un début de trame ni une fin de trame, et puis que je reçois donc un caractère et que je suis donc dans à l'intérieur d'une trame en train d'être lu, je vérifie si l'octet actuel doit être décodé, parce qu'il y a une petite histoire de codage et de décodage des trames pour que si ma trame contient des tildes ou des points, on puisse les représenter autrement pour éviter de détecter par erreur un début ou une fin de trame qui ne sont pas là. Et bien, si j'ai donc un caractère codé avec le codeur BF21, et ben je le décode, donc selon la valeur de l'octet actuel, la valeur réelle de la donnée, c'est celle-ci, donc il y a d'autres if derrière, et puis ça se continue comme ça. Donc en lisant ça, puis avec les instructions, on comprend quand même assez bien ce qui se passe. À chaque commentaire, après, il y a 3-4 lignes derrière où on peut, à partir du commentaire, assez facilement comprendre pourquoi on fait les choses et ce qu'on est en train de faire. Et donc pour finir, la paraphrase du code, ce qui est totalement à éviter quand vous faites des commentaires, ça va surcharger les commentaires, surcharger la taille des fichiers sources, et ça sert à rien. Donc on va pas faire ça. Donc exemple, j'ai typedef enum machin truc order type et au-dessus un commentaire qui dit définition d'une enum appelée order type. Et bien en lisant typedef enum order type, j'ai déjà compris ça. On aurait écrit à quoi sert order type, ok, ça aurait servi à quelque chose. Là en l'occurrence, ça sert strictement à rien. Ici j'ai fonction main. Ok, elle fait quoi, elle attend quoi, on n'en sait rien, donc ça sert à rien. Ici, j'ai map string order type m avec à chaque type d'ordre, j'ai la chaîne de caractères correspondante. J'ai écrit déclaration d'une map. En fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est m à quoi sert d'associer le texte de la commande avec le numéro de la commande. Là, j'en ai strictement aucune idée. Je rentre dans un bloc try, donc je commente afficher l'élément par la clé argv de 1, cout m at string argv1, and then, bon ben là j'ai bien compris que j'affiche l'élément de la map dont la clé c'est la chaîne de caractères qui a été passée en premier argument du programme. Donc ça m'apporte rien. J'ai mon bloc catch et afficher qu'une exception a eu lieu, cout exception parameter does not exist, ok, j'ai affiché exception, donc c'est clairement inutile d'afficher qu'une exception a eu lieu au-dessus, surtout qu'on est dans le bloc catch, donc on se doute bien que ce qu'on fait est relatif au lancement de l'exception out of range.